Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule Employeur, comment réagir face à un accident de travail, panorama des obligations en matière SST. Je m'appelle Maxime Cuche, je suis en compagnie de Monsieur Éric Scholler de SST, bonjour. Avec Maître Mario Di Stefano et Maître Melissa Chito, bonjour à vous. Bonjour. Du cabinet de l'étude DSM. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et on pourra démarrer le webinaire? Oui, eh ben, c'est parfait. Merci et bienvenue donc à vous. Je vais vous présenter rapidement Livestorm, les intervenants, et je vous laisserai ensuite, la parole donc, aux experts. Rapidement sur Livestorm, comme vous pouvez le voir, vous avez un onglet chat, donc là où vous interagissez, il y a juste votre prénom qui apparaît. Donc voilà, pour information. Vous avez également en bas à droite de votre écran, pour ceux qui sont sur ordinateur, un onglet questions qui vous permettra de poser vos questions pour la session de Q&A de tout à l'heure. C'est un onglet où vous voyez uniquement vos questions. Et donc voilà, ça c'est pour Livestorm. Pour ceux qui souhaiteraient recevoir une attestation de participation, je vous mettrai mon adresse email dans le chat et puis on pourra vous revenir dans les prochains jours avec le document. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, un mot sur les intervenants. Je vais commencer par Éric Scholler, donc de la société ESST. Éric Scholler, c'est l'associé fondateur de SST, société luxembourgeoise proposant de la consultance en SST, associée à un logiciel de management en hygiène et sécurité environnement, qui s'appelle ESST Monitoring. Éric et ses collègues gèrent au quotidien des dossiers de mise en compliance SST pour des institutions ASBL et des entreprises implantées au Luxembourg. C'est bien ça? Parfait. Un mot sur l'étude DSM. Donc, DSM Avocat à la Cour, vous voyez notre salle de conférence depuis un autre angle. Et sur Maître Mario Di Stefano, donc Managing Partner. Donc DSM, c'est une étude d'avocat d'affaires full service avec plus de 40 personnes, dont 20 avocats, et une expertise reconnue dans de nombreux domaines du droit, dont le droit du travail. Concernant Maître Di Stefano, il conseille et représente les employeurs en droit du travail ainsi qu'en matière de droit de la sécurité sociale. Mario et son équipe, dont Maître Melissa Chito fait partie, représentent les intérêts des clients de l'étude devant tous les tribunaux et assistent les employeurs dans les négociations avec les représentations des travailleurs et des syndicats. Voilà pour les présentations. Je vais laisser directement la parole à Maître Di Stefano et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Bonjour tout le monde. Bon, il est tôt, on va essayer de faire ça de façon un peu interactive et digeste. C'est une matière qui en partie est très théorique, mais vous voyez que lorsqu'on compare les dispositions réglementaires et législatives par rapport à le vécu quotidien, qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend comme naturel, comme automatique, alors qu'en réalité, l'employeur doit à tout moment être conscient de ses responsabilités dans la vie quotidienne du monde du travail. Alors, l'introduction, c'est tout simplement de rappeler que la prestation de travail est une source de danger pour la santé physique et morale du salarié. Donc, le salarié, bien entendu, en fonction du travail qu'il fait, il a des risques de subir un accident de travail ou contracter une maladie professionnelle, pas seulement du point de vue physique, mais on en parle beaucoup de nos jours également du point de vue psychique. On parle du droit à la déconnexion, du stress, on parle parfois de mobbing. Donc, il y a certainement d'éléments dont on n'a pas tellement conscience, par exemple dans un environnement de bureau, que même dans un environnement de bureau qui a priori, paraît relativement safe, donc sûr, il y a quand même aussi des risques pour les salariés. Donc, la législation relative à la sécurité et santé du travail a pour objectif donc de protéger le salarié contre les risques inhérents à son activité professionnelle et en même temps d'éliminer, de réduire autant que possible les risques d'un accident de travail. Sachant encore une fois que autant que possible, c'est relatif puisqu'a priori, il s'agit d'une obligation de résultat. Donc, on a vraiment une obligation en tant qu'employeur de faire en sorte que. Et
là, il y a un petit renvoi, donc vous aurez les slides par après. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les articles, mais vous voyez là, il y a des renvois vers un certain nombre d'articles du Code du travail qui sont effectivement importants en matière, en ce qui concerne d'un côté l'analyse, le suivi médical de l'aptitude du salarié pour les fonctions qui lui sont attribuées, et de l'autre côté également les obligations de prévention des risques par des mesures techniques et organisationnelles. Alors les sources, là aussi je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que vous pourrez les relire, sachant que, encore une fois, comme un peu partout, il y a donc des sources de droit européen, donc, notamment une directive, il y a des lois luxembourgeoises, notamment le Code du travail, il y a la loi sur les services de santé au travail, il y a le Code de la sécurité sociale, il y a un certain nombre de règlements rendus compte d'exécution, et il y a bien entendu certaines normes réglementaires de l'AA et de l'ITM que vous trouverez en principe sur Internet qui fixent des normes, voire des recommandations pour justement prévenir les accidents de travail ou créer donc un cadre organisationnel qui justement est destiné à prévenir ces risques. Donc, l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. L'employeur est obligé d'avoir un service de santé au travail. Alors, il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas vraiment compte parce qu'ils n'ont pas leur propre SST, mais ils ont recours au service national de santé au travail. Pour les PME, c'est assez standard. Pour les grandes entreprises, pour avoir des situations où vous avez effectivement un SST organisé à l'intérieur de l'entreprise ou alors organisé dans un cadre interentreprise, mais pour la majorité des PME, en fait, on va avoir recours au service du SST national. Donc, le SST, il fait quoi? D'un côté, il a une approche individuelle, c'est-à-dire il va procéder à l'examen médical des salariés pour constater l'aptitude ou le cas échéant l'inaptitude du salarié pour la fonction pour laquelle il est embauché. Peut-être un petit commentaire par rapport à ce point-là, parce que c'est souvent oublié aussi, c'est que pour les postes normaux, entre guillemets, ce qui se passe, c'est que l'examen médical du salarié que l'employeur vient d'embaucher se fait après un certain temps. Il ne se fait pas nécessairement, en général, il ne se fait pas avant le début du travail du salarié dans l'entreprise. Par contre, pour les postes à risque, cet examen médical doit a priori être fait avant le début du travail. Donc, le poste à risque, c'est quoi? A priori, c'est clair, c'est dans des usines, dans des ateliers, c'est manier des machines dangereuses, c'est manier des engins de chantier. Par contre, pour les gens qui sont également simplement amenés à conduire des véhicules automoteurs, donc des voitures individuelles, c'est également normalement un poste à risque, puisque manier une voiture, c'est toujours un risque particulier. Donc, important, là, de bien faire attention, de ne pas mélanger les choses et identifier les postes à risque dans l'entreprise. Ensuite, alors, le deuxième volet de la mission préventive du SST, donc c'est justement d'analyser la situation de l'entreprise et notamment, on fait partie de l'identification des postes à risque. Donc, normalement, l'employeur est obligé d'identifier les postes à risque et les SST va, lorsqu'ils vont faire un audit, ils vont dire, voilà, on va un peu voir avec l'employeur si effectivement tous les postes à risque ont bien été identifiés. Et là, en général, où le bas blesse, c'est un peu les gens qui conduisent des voitures. On dit, ouais, c'est normal, tout le monde conduit, oui, mais si l'attribution du salarié, justement, la conduite, et pas uniquement de se rendre au lieu de travail avec son véhicule, à ce moment-là, c'est a priori un poste à risque. Bon. Il y a donc la surveillance par les SST des facteurs nuisibles, l'identification éventuellement des agents chimiques dangereux qui sont utilisés dans une entreprise et d'une manière générale, donc de fournir des conseils à l'employeur par rapport à son organisation préventive. Et donc, excusez-moi Mario, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que le PowerPoint ne s'affiche plus. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou c'est juste pour une personne? Est-ce que vous pouvez peut-être confirmer que vous le voyez? C'est OK? On le voit. OK, ça va, merci. Désolé de vous avoir interrompu. Donc, j'ai perdu le fil. Non, je rigole. Donc l'obligation de sécurité de l'employeur, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire par rapport à la mission de l'SST.
Le LSSC ne fait rien d'autre qu'aider l'employeur à remplir ses obligations, c'est-à-dire évaluer et identifier les risques inhérents à son entreprise et aux différents postes de travail, donc éviter ces risques, donc prendre les mesures nécessaires pour que rien ne puisse arriver de négatif, trouver pour ce faire des solutions techniques et organisationnelles prévoir des formations et la transmission des informations nécessaires aux salariés pour implémenter donc ces mesures et informer les salariés de façon utile pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi agir en connaissance de cause et éviter les risques. Donc, on peut, je pense, parler dans ce contexte d'un effort commun entre l'employeur et le salarié, mais qui n'enlève pas à l'employeur la responsabilité pour justement la prévention des accidents et la préservation de la sécurité et santé des salariés. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'est une obligation de résultat. A priori, la responsabilité de l'employeur peut être engagée dès qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, dès qu'il y a effectivement un pépin. Alors, l'obligation de sécurité de l'employeur, comment est-ce qu'il peut y arriver? Bon, ça paraît un peu évident. Bon, il faut regarder quels sont les dangers, comment s'organiser pour éviter ces risques. Donc, alors, il faut structurer le travail, la production, toujours choisir la solution la plus protectrice, également être à jour par rapport à toutes les normes applicables aux différentes machines, aux différents équipements de protection. Ça, c'est très important. Il faut connaître les normes, il faut vérifier qu'aussi les salariés les respectent. Donc, il ne suffit pas, disons, d'informer les salariés des normes de sécurité. Il faut même aussi vérifier dans une certaine mesure que ces normes sont bien respectées par les salariés. Sur chantier, que bien, les gens portent bien leur casque, que les casques soient bien fixés, etc. C'est l'exemple anodin. Mais si on voit parfois sur certains chantiers comment les gens se promènent, ce n'est pas toujours respecté suivant les normes. Après, il y a également la formation et l'organisation de l'entreprise pour les cas où un accident devait se produire, donc formation de premier secours, formation de lutte contre l'incendie, préparation des plans d'évacuation des salariés pour les cas d'incendie ou autres cas d'urgence. Donc, ce sont des choses qui également doivent être prévues, doivent être maîtrisées, doivent être organisées par l'employeur qui, par exemple, est bien conseillé de faire un drill d'évacuation de temps à autre pour voir en combien de temps j'arrive à évacuer l'immeuble en cas de besoin. Donc, je viens de parler des équipements de protection individuelle, donc il faut la protection adéquate. Il faut aussi vérifier que cette protection soit aux normes et que les salariés en fassent usage. Il y a également des législations spécifiques par rapport à certains risques spécifiques, sur notamment l'exposition des salariés à des agents chimiques, physiques ou biologiques. En général, ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les bureaux, hein, sachant que même là, il faut faire attention. Il y a certaines machines à café qui vraiment représentent un risque biologique non négligeable, ou alors des distributeurs d'eau. Vous n'avez jamais vu un distributeur d'eau ouvert qui n'a pas été nettoyé pendant un certain temps. Vous savez de quoi je parle. Donc, les risques biologiques ne sont pas complètement évités dans les bureaux non plus. Le plus grand risque biologique dans les bureaux, c'est peut-être effectivement les systèmes de climatisation, les systèmes sanitaires. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'on a un bureau qu'il n'y a pas de risque. On parle par exemple de la maladie du légionnaire, hein, qui est une maladie qui est propagée, ou peut être propagée par les systèmes sanitaires, respectivement par les systèmes de ventilation, de climatisation. Donc, c'est également des vecteurs de risques qu'il faut maîtriser dans les bureaux. Hein. Donc, les risques pas uniquement dans les usines et les ateliers et les chantiers. Après, bon, il y a un problème assez épineux parfois parce qu'on est un peu avec un pied dans la sphère privée du salarié. C'est les questions tabagisme, alcool, drogue, stupéfiants ou abus de médicaments sur le lieu de travail. C'est particulièrement dangereux lorsque le salarié a un poste à risque. Mais là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut effectivement que l'employeur prévoie des mesures pour justement prévenir ces risques, par exemple interdire de fumer sur le lieu de travail. Aujourd'hui, c'est assez courant. Il y a encore 20 ans, c'était considéré comme quelque chose d'un peu agressif. Par contre, si je constate qu'un salarié il a effectivement un problème à ce niveau-là, alcoolisme ou stupéfiant, alors c'est difficile parce qu'à Luxembourg, je ne peux pas maintenant faire de tests
On ne peut pas obliger un salarié à faire des tests de dépistage. Par contre, si j'ai des signes apparents de ce type de problème, il faut quand même que j'agisse. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est une question à part. Alors, l'organisation du travail quotidien pour prévenir donc, les risques. Donc déjà, le principal élément, c'est les horaires de travail, c'est le temps de travail. L'employeur doit a priori veiller à ce que le temps de travail ne soit pas dépassé et nous verrons, je pense, dans les prochaines années, des mesures législatives qui vont être nécessaires suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui justement a décidé que la législation des différents États membres est en général insuffisante en ce qui concerne le monitoring ou l'obligation de monitoring des employeurs du temps de travail effectif des salariés. Donc, on va être obligé, au moins à terme, d'être plus précis par rapport au monitoring de la présence effective du salarié sur le temps de travail, et donc le monitoring du temps effectif de travail. Donc, les heures supplémentaires un peu clandestines, ça va devenir un peu plus difficile. Ensuite, bon, bien sûr, l'équipement et les méthodes de travail. La mise en place de procédures de contrôle et de surveillance. Je dis, il ne suffit pas que tout soit bien organisé, il faut aussi surveiller, ça fait partie de l'organisation, il faut surveiller que cette organisation est respectée, délimiter les zones à risque graves et spécifiques, donc dans les ateliers, les usines et les chantiers. Normalement, on voit ça dans les bureaux, ça ne devrait pas avoir des zones à risque particuliers. Et veiller aussi que les zones à risque ou les postes à risque, il y a uniquement des salariés qui sont aptes et qui ont la formation et l'information adéquate et le cas échéant de l'équipement de protection pour y accéder. On sous-estime parfois effectivement cette question-là parce qu'on a vu des cas où des salariés qui ont fait un métier dangereux pendant un certain nombre d'années, à un certain moment, on n'avait plus l'aptitude physique de le faire et étaient en danger simplement parce qu'ils n'avaient plus la forme physique justement pour faire quelque chose qu'il y a 15 ans auparavant, ils étaient en mesure de faire. Et des accidents parfois très graves, on a vu des dossiers d'accidents très très graves qui sont en suivi, donc voire mortels. Donc ça c'est très important, il faut voir la réalité des choses. Il faut voir est-ce que vraiment cette personne est apte à faire ce métier-là. Est-ce que je peux laisser accéder une zone à risque ou est-ce que je dois peut-être revoir un peu ma copie en fonction de l'évolution de santé et de l'âge et l'évolution physique donc du salarié. Ensuite, le cas typique des chantiers, hein, c'est lorsqu'il y a plusieurs employeurs sur un même lieu, il faut une coopération, une coordination et information des mesures de sécurité. Bon, normalement, vous aurez un responsable de la sécurité, coordinateur de la sécurité sur le chantier qui doit faire ça, mais il est évident que la responsabilité ultime à ce moment-là appartient aux différents chefs d'entreprise, mais aussi aux maîtres de l'ouvrage. Donc tous les intervenants sur un chantier doivent être conscients de leur responsabilité. Donc le coordinateur de sécurité a une fonction très importante et il faut veiller à avoir effectivement un coordinateur de sécurité qui fait son travail et en même temps il faut suivre ses consignes. Donc, parce qu'il n'est pas là 24 heures sur 24 non plus. Donc, il faut donc informer surtout les intervenants être extérieurs par rapport à une entreprise, aussi les livreurs par exemple. Et donc, la durée du chantier, on vient de lire, donc très important, c'est le coordinateur sécurité et santé sur le chantier. On a parlé de formation des salariés, donc il faut transmettre aux salariés les informations nécessaires sur les risques sur leur lieu de travail, les risques pour eux-mêmes, mais aussi pour les risques pour les tiers, et en général aussi important sur les différents chantiers, ateliers, usines, les risques pour l'environnement, qui est quelque chose, lors de la fermeture d'une activité peut avoir lieu non seulement parce qu'il y a un risque pour les salariés, mais aussi parce qu'il y a un risque pour les tiers, les voisins et l'environnement. Donc, il faut que toutes les informations nécessaires soient transmises aux différents salariés. Également, en ce qui concerne l'équipement de protection et les mesures de prévention. Et on vient de le dire tout à l'heure, les mesures de premier secours et de lutte contre l'incendie, l'évacuation. Donc, il faut avoir une organisation efficace à ce niveau-là. Bon. Il n'y a pas de précision dans la loi par rapport à comment donner cette information, mais il est évident que pour un employeur,
lorsque on remet en cause, le cas échéant, après un accident, l'information qui aurait dû être donnée par lui à ses salariés, il est évident que l'employeur, s'il veut s'exculper à ce niveau-là, il a intérêt à avoir des informations écrites et d'être en mesure de prouver que ces informations ont bien été portées à la connaissance des salariés, donc en se faisant contresigner donc des confirmations que le salarié a bien reçu cette information, respectivement, a participé à une formation spécifique en matière. Il est également important, et ce n'est pas anodin à Luxembourg, au vu de différentes nationalités que nous avons ici, qui se côtoient quotidiennement, c'est la question de la langue. Il faut bien entendu que toutes les instructions et toutes les formations soient faites dans des langues qui sont comprises par les salariés en question. Ce qui, pour certaines entreprises, pour le moins, va comporter la nécessité d'organiser des formations et préparer des informations écrites en plusieurs langues. Ce que nous avons à Luxembourg, notamment en matière de construction, ici, mais dans les chantiers des usines, nous avons donc des situations où il y a un peu la tour de Babel. Il n'y a pas tout le monde qui parle la même langue. Et il n'y a pas vraiment, parfois, même de langue véhiculaire. Et ça, ce sont des situations quand même complexes. Il faut également veiller à ce que la communication puisse fonctionner tout bêtement au niveau des langues, que les gens puissent communiquer entre autres. Donc, bon, je viens de dire, une simple information n'est pas suffisante lorsque c'est situation peut-être complexe ou particulièrement dangereuse. Il faut des formations spécifiques pour certains postes à risque. Et il y a effectivement des formations spécifiques qui sont prescrites par ailleurs. Donc, il y a également une formation qui doit être faite dès l'embauche pour les postes à risque. On va dire, ne pas seulement l'examen médical qui doit être fait avant l'accès à la fonction, mais il y a également les formations nécessaires pour assurer telle fonction à risque qui doivent être présentes avant qu'effectivement le salarié accède à cette fonction. Clair aussi, a priori, ça devrait être clair que ces formations sont à charge de l'employeur et doivent avoir lieu pendant le temps de travail. Ce n'est pas un loisir du salarié de le faire, c'est une obligation de l'employeur, donc c'est à l'intérieur du temps de travail, c'est aux frais de l'employeur, sachant que pour les formations onéreuses, l'employeur peut, le cas échéant, prévoir dans le contrat de travail ou par une annexe ou un avenant au contrat de travail, une clause de dédit formation. Ça veut dire que le salarié, s'il quitte l'entreprise avant un certain délai, il devra rembourser une partie du coût de la formation à l'employeur. C'est quelque chose qui doit être organisé d'après des dispositions légales spécifiques, notamment de façon dégressive. Donc, je ne veux pas, pendant 10 ans, demander 100% de remboursement de la formation. Mais je ne rentrerai pas trop dans le détail ici sur les détails de rédaction du contrat de travail. Mais pas oublier que la clause dédit formation pour les formations onéreuses, a priori, ça peut être possible. Alors, contrôle et surveillance, il ne suffit pas d'organiser, il faut aussi contrôler le respect. Donc, il faut signaliser s'il y a des dangers graves qui sont dépistés dans le contrôle. Il y a des tournées de contrôle qui doivent être effectuées et documentées par le délégué à la sécurité dans l'entreprise. Et le cas échéant, il peut y avoir des contrôles de l'ITM, et notamment les contrôles de l'ITM vont avoir lieu lorsqu'il y a des plaintes, lorsqu'il y a des accidents, lorsqu'il y a des doutes par rapport à l'organisation dans l'entreprise et le respect par l'employeur des obligations en matière de sécurité et santé des salariés. Donc, on y reviendra par après. Le non-respect de ces normes peut être puni d'une amende pénale ou voire d'une peine d'emprisonnement et également de sanctions administratives qui peuvent aller donc jusqu'à par des amendes, également des fermetures d'entreprises, fermetures de chantiers. Et on reviendra plus en détail sur ces points-là, sur les sanctions possibles. Alors, en tout état de cause, je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus, vous avez dans le Code du travail un nombre de listes impressionnant qui doit être tenu par l'employeur. Donc, il y a des listes un peu pour tout, et je ne dirais pas n'importe quoi, parce qu'en général, lorsque vous regardez les listes qu'il faut tenir, ça fait du sens, sachant que si on fait l'analyse chez beaucoup d'employeurs, on constate qu'il y a toujours un certain nombre de listes qui ne sont pas tenues ou qui ne sont pas vraiment tenues à jour. Mais maintenant, concrètement, par rapport à la sécurité santé au travail, donc il est
il y a une obligation de tenir une liste des accidents de travail et ont entraîné une incapacité de travail de plus de 3 jours. Donc, il faut établir et communiquer à l'ITM des rapports concernant les accidents de travail et déclarer tout accident de travail à l'AA et à l'ITM moyennant un formulaire type. C'est important de préparer aussi à cette situation, s'il y a un accident de travail, de dire, OK, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans le désarroi qu'on peut avoir vis-à-vis d'un salarié qui s'est blessé, ou pire, il ne faut pas que j'oublie à ce moment-là, en tant qu'employeur, si c'est un chantier ou une usine, on va fermer le chantier, éventuellement une partie de l'exploitation, mais il faut que je sois préparé à la situation pour savoir à ce niveau-là comment je dois répondre, comment je dois remplir ces formulaires, qui doit faire quoi, quelles sont les indications que je dois faire, et ça aussi, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, quelle est la structure hiérarchique dans l'entreprise, au niveau des responsabilités, parce que ce qu'on rencontre régulièrement dans ce type de situation, c'est des différents intervenants qui disent « Ah, mais c'est pas moi, c'est lui, c'est elle, c'est non, mais attendez, moi, j'étais juste, oui, je suis administrateur, oui, je suis gérant, mais j'ai rien à voir. » Il faut bien être conscient des responsabilités que les uns et les autres ont, et a priori, la responsabilité peut frapper toute la chaîne hiérarchique, jusqu'au chef d'entreprise, jusqu'à l'intégralité d'un conseil d'administration, d'un conseil de gérance, de gérant, même si la personne en question n'est pas intervenue elle-même physiquement, spécifiquement sur un dossier, sur un chantier, sur une partie d'exploitation spécifique. Alors, on va préparer un petit tableau par rapport à la répartition un peu des rôles des acteurs de la SST. Donc, on a déjà parlé un peu du rôle du salarié, du rôle de l'employeur, mais il y a également le rôle des représentants des salariés. Lorsque donc, vous avez une délégation de personnel, donc c'est pour les entreprises de plus de 15 salariés, vraiment, vous allez avoir sous certaines conditions d'avoir 15 salariés au moins sur la durée. Donc, à plein temps ou équivalent plein temps, vous devez à ce moment-là avoir une délégation du personnel et vous avez à ce moment-là des obligations également qui d'un côté, concernent l'employeur qui doit impliquer donc, la délégation dans les mesures de SST. De l'autre côté, il y a également donc, les délégués au personnel qui doivent activement participer dans leur rôle de représentant des intérêts du personnel, qui concerne également le SST. Puis il y aura également pour les entreprises de 15 salariés ou plus, vous aurez également un délégué à la sécurité qui doit être désigné au sein de l'entreprise. Et après, il y a des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, qui vont, le cas échéant, également intervenir lorsque il y a des situations qui leur sont rapportées, qui sont jugées comme contraires aux obligations en matière de SST. Alors, la responsabilité du chef d'entreprise, alors il y a une responsabilité sur le plan civil, donc dédommagement du salarié, dédommagement de la famille en cas de décès notamment, mais a priori l'employeur aura une assurance, il sera assuré contre certains risques, et également quelque chose à vérifier par l'employeur. Est-ce que l'assurance qu'il a, non seulement pour les questions de SST, mais aussi pour les autres conséquences d'un accident de travail, par exemple l'environnement, dans quelle mesure est-ce que je suis effectivement assuré, et l'assurance contre l'accident, elle entre en jeu. Donc, elle prend en charge les frais de santé, les frais médicaux, le versement d'un salaire de compensation et l'attribution, le cas échéant, du vente. Par contre, sous certaines conditions, il peut y avoir des recours contre l'employeur. Sur le plan pénal, alors il y a une responsabilité personnelle. Par contre, il peut y avoir une responsabilité pénale des personnes morales. En Luxembourg, depuis quelques années, c'est quelque chose qui a été introduit dans le droit positif luxembourgeois. Les accidents graves, il y aura une enquête par l'ITM. Si l'ITM constate des irrégularités, il peut informer le parquet, qui peut donner lieu à des poursuites pénales ou pas. Et sur le plan pénal, donc, il y a des amendes, il y a même
peines d'emprisonnement qui peuvent être décernées de 8 jours à 6 mois. Et si une peine d'emprisonnement est prononcée, que ce soit un passoire pour une infraction volontaire, infraction de négligence, donc il y aura effectivement un recours de l'AAH par rapport aux dépenses qu'elle aura faites aux salariés. Alors, je passe la parole donc. Éric Schoeller, juste peut-être une précision pour certaines personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, on est très nombreux, on est 94 là sur le live. Vous avez l'onglet chat en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur et l'onglet questions également qui vous permettra de poser vos questions pour la session de Q&A après. Donc voilà, si vous pouvez les mettre plutôt dans l'onglet questions, ce sera plus simple pour nous pour la suite. Et je passe le travail à M. Schoeller pour spécifiquement parler de cas concret, donc accident de travail. Voilà, un cas concret qu'on a analysé bien évidemment. Donc on est parti sur une situation d'un ouvrier donc qualifié qui a été victime d'un accident par projection donc de résine, donc un produit sévère, cancérigène, mutagène et toxique. Donc et de voir un petit peu comment toute la démarche a été mise en place. Donc, le contexte, un accident de travail survenu lors de travaux en hauteur, donc sur échafaudage de pieds qui appartient à une société tiers. Donc, ça, c'est toutes des informations qui sont importantes puisque à la fin un petit peu de cette situation, je permettrai de poser les questions donc à Maître Di Stefano sur les responsabilités des différents acteurs. La réception de ce dernier, donc de l'échafaudage, n'a pas été faite conformément à la législation en vigueur au Luxembourg, donc premier point. Il n'y avait pas non plus de panneau d'interdiction d'accès à cet échafaudage. Les travaux de colmatage par résine ont tout de même été effectués donc, par le salarié de notre entreprise cliente. Les formations nécessaires à l'exécution de ces travaux avaient été suivies avec succès donc, par l'ouvrier, et ce, 6 mois avant l'accident. Donc, voilà un petit peu comment on va brosser la situation. Mais avant, la première question, c'est mais qu'est-ce qu'un accident de travail? Si on reprend la définition. L'accident de travail, c'est donc quelque chose qui est survenu à un assuré par le fait du travail, donc salarié assuré, par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. Donc, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Donc, un accident qui survient alors que le salarié utilisait une machine pendant sa pause du midi pour se distraire n'est pas un accident de travail. Après la jurisprudence, par exemple, on parlera aussi par après de l'accident de trajet et l'accident qui peut survenir pendant le télétravail, sujet d'actualité. Alors, quand est-ce qu'un accident de travail se produit? Alors, il intervient à l'occasion d'activités professionnelles, dans le cadre de l'activité de l'employeur et dans le cadre d'un lien de subordination. Donc, si les salariés, comme on vient de le dire, il y a un accident qui survient sur le lieu de travail, mais qui n'est pas en relation avec le travail parce que le salarié fait quelque chose d'autre, il fait quelque chose, entre guillemets, de privé. Le cas échéant, ça peut ne pas être un accident de travail. Il y a des cas un peu particuliers aussi, par exemple, le salarié qui est en déplacement professionnel, il prend une douche dans l'hôtel où il loge et il se casse une jambe. Donc, est-ce que c'est un accident de travail? Ce sont des cas un peu particuliers. Et alors, on revient au cas donc, de Moritz, concrètement, qui bien était dans le cadre de son fonction de travail, son activité pour l'employeur. Donc là, il n'y a pas de doute. Tout à fait, salarié avec une mission bien définie. Donc, il procédait à un traitement de fissures et de reprise humide donc, dans le béton par l'injection d'une résine sur un plafond. Alors, point important, c'est qu'il était en position accroupie sur l'échafaudage. Ça veut dire que le positionnement de l'échafaudage n'était pas conforme à la législation puisqu'il ne pouvait pas se tenir debout pour effectuer les travaux. Donc, position inadaptée, et de ce fait, la résine injectée dans la fissure s'accumulait au niveau du plafond jusqu'à la chute au niveau des yeux, donc projection de résine au niveau des yeux. Il portait des EPI, donc avec des lunettes de protection EN 166,
verra par la suite que c'est des pièces qu'il a fallu présenter à la police Grand-Ducal. Alors, les EPI, c'est les équipements de protection individuelle, oui, tout à fait. Et puis après, donc, on a assisté au déclenchement du processus de gestion de l'accident, à savoir appel ambulance au niveau du 112, la police Grand-Ducal, le gérant de la société, l'inspection du travail et des mines, puis également après donc le parquet de Diekirch. Au total, par rapport à cet accident de travail, 3 jours d'ITT, donc d'interruption temporaire de travail, ont été prescrits par le médecin urgentiste à Moritz. Donc voilà, sur une situation très concrète, après derrière, voir comment on va pouvoir gérer cette situation. Alors, on l'a dit tout à l'heure, double déclaration d'accident à effectuer, et pas seulement une simple déclaration, puisque suivant les informations, seulement à peine 10% des accidents de travail sont déclarés à la le sont également auprès de l'ITM. Donc ça veut dire que 90% des accidents de travail au Luxembourg ne sont pas déclarés auprès de l'ITM. Or, on verra par la suite, donc c'est prévu par le Code du travail, cette déclaration d'accident de travail avec un formulaire bien spécifique auprès de l'ITM. Donc la double déclaration, également pour bien prévenir, c'est qu'on va travailler pour, enfin quelque part, on a 2 organismes qui rentrent en ligne de compte. L'AA, donc l'association d'assurance accident, qui dépend du ministère de la Sécurité sociale, et l'inspection du travail qui dépend du ministère du Travail. Et donc, avec des obligations d'une part et d'autre, par rapport au Code de sécurité sociale, donc à remplir dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans l'année de survenance de l'accident, et la déclaration d'accident à l'inspection du travail et des mines dans les meilleurs délais ou immédiatement lors d'un accident grave, et donc l'article L614-11 du Code du travail. Donc ça, c'était les questions qui ont été posées au niveau questions et chat, donc il y a déjà des éléments de réponse qui sont donnés. Voilà. Également, information qu'on a pu recueillir, le coût moyen d'un accident de travail était de 3 867 €, donc c'est la source AA sur le rapport d'activité 2021. Donc, voici les différents documents à présenter. Donc, vous retrouvez les liens, mais ça, généralement, quand on fait une déclaration auprès de l'AA, il n'y a pas ça pose pas trop de problèmes pour remplir ces documents. Après, on verra qui le remplit. Ça, c'est une autre problématique que l'on a. Est-ce qu'on va être plutôt sur un acte qu'on pourrait considérer comme administratif qui va être géré par les ressources humaines, alors qu'à l'intérieur de ce questionnaire, de cette déclaration d'accident, on voit qu'il y a également des questions qui relèvent plus de l'aspect prévention, donc avec un travail plus d'analyse qui doit être fait, et que je ne pense pas que ça peut être probablement plus le travailleur désigné, voire les services hygiène, sécurité, environnement, qui sont les plus à même de pouvoir y répondre. Donc là, on voit également que sur un travail déjà plus commun qui doit être effectué, et ça me semble en tout cas peut-être pas la bonne solution qu'il n'y ait un seul répondant, mais c'est quelque chose qui doit être partagé. On voit trop sur les différents documents sur manque d'inattention en termes de la raison, le manque d'inattention, et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il y a un manque d'inattention à ce moment-là également. Le document ensuite, l'inspection du travail des mines, donc un document qui est devenu beaucoup plus précis, puisque au départ on était sur 4 pages, là maintenant on a 7 pages à remplir. On a également ici une partie qui va être l'analyse des causes. Donc analyse des causes, là on est vraiment dans le domaine du travailleur désigné, soit la méthode de l'arbre des causes, soit la méthode des 5 pourquoi, qui devra en tout cas être répondue. Alors, également, par rapport à cette situation, cet accident de travail, voici les documents qui ont été demandés, qui peuvent être demandés par l'inspection du travail et des mines. Donc, on voit bien qu'il y a toute une partie de questions qui vont relever plus des ressources humaines. Donc, contrat de travail de la victime, donc livre relatif au congé de la victime, certificat médical, etc. Donc, il y a un certain nombre de registres à tenir. Tenez-les, parce que, bien entendu, étant donné que par
définition, l'accident est quelque chose qui survient, qui n'était pas prévu, à ce moment-là, vous allez avoir des délais extrêmement courts pour pouvoir répondre. Très honnêtement, s'il n'y a pas un minimum de structuration en termes de sécurité, santé au travail, ressources humaines, ça me semble difficile de pouvoir répondre sous le 8N à l'ensemble des injonctions de documents de la part de l'inspection du travail et des mines. Alors, on peut citer également tous les certificats de formation. Tout à l'heure, Maître Di Stefano disait également les transmissions d'informations, qu'il n'y avait pas de... On va préconiser en tout cas qu'il soit écrit traçabilité avant tout. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous semble important. Disponibilité, pour savoir où le chercher en cas d'accident. Exactement, ça nous semble vraiment important, savoir la personne a suivi telle formation, même si c'est de la formation interne, un quart d'heure sécurité sur telle problématique. À ce moment-là, on va le formaliser par éventuellement 2 ou 3 diapos, savoir qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, qui va participer également aux travaux. Et je dirais, même si on allait un petit peu plus loin, parce qu'il ne suffit pas de former, il faut également vérifier de la bonne compréhension de cette formation, et éventuellement par des systèmes qu'on commence à voir ici à Luxembourg, dans certaines structures, de QCM sur 10 questions. Si je suis au-dessus de 6, je considère que ma formation est valide. Si c'est en dessous, je refais de nouveau un cycle de formation. Voilà. Également, la liste des accidents de travail et entraînés avec cité de plus de 3 jours. Donc, ça, c'est un des dias que Maître Di Stefano a utilisé. Et également, le travailleur désigné et ses formations complémentaires, ne pas les oublier. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, les besoins concernant les ressources humaines. Sur la notion de facility management production, alors c'est toujours difficile de faire un découpage. C'est un découpage qu'on a fait au niveau de l'équipe parce que peut-être pour certaines structures, il y aura une seule personne, ça me semble de moins en moins vrai. Et pour d'autres structures, on va avoir également 2, voire 3, voire 4 interlocuteurs. Ça va dépendre un petit peu comment la structure est organisée. Facility management, le plan du lieu de travail, la méthode de travail mise en œuvre, c'est quelque chose également qui relève plus également de la notion technique. C'est quelle démarche je vais entreprendre pour colmater une résine. Est-ce qu'il y a une méthode que je dois utiliser? Oui, il le faut. La notice du fabricant de produits utilisés. En cas d'utilisation de produits chimiques, on est véritablement dans le sujet puisque c'est un produit qui est considéré comme CMR, donc cancérigène, mutagène, reprotoxique. La notice du fabricant du matériel utilisé et carnet d'entretien du matériel utilisé. Donc là, on arrive plus sur les notions de ce que nous on appelle les ressources matérielles avec les registres de sécurité. Registres de sécurité, c'est également, ça va permettre d'avoir l'ensemble des documents officiels, donc certificat de conformité, etc. Et de l'autre côté, tout ce qui va être intervention. Pour utiliser ce matériel, est-ce qu'il me faut également une autorisation d'exploitation? Est-ce qu'il me faut un organisme de contrôle qui va faire une visite initiale, les visites périodiques, la maintenance, tous ces documents-là? Et comme précisait il y a quelques minutes Maître Di Stefano, ces documents, il les faut également qu'on puisse les avoir rapidement pour pouvoir les utiliser. Ça, je pense que c'est un des points importants. Oui, absolument. C'est un peu ce qu'on voit dans la pratique, lorsqu'un accident de travail survient, que les services de l'employeur, ils ont du mal, ils ne sont pas préparés à la situation et ils ont du mal à réunir en un bref laps de temps toute cette documentation. Bon, il faut, je pense, idéalement faire une fois le tri. Je dois faire une déclaration d'accident de travail. Est-ce que j'ai tous les documents? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que je sais où les trouver? Et est-ce que j'ai plusieurs personnes dans l'entreprise qui savent les trouver? S'il y a une seule personne dans l'entreprise qui est au courant, qui a accès, que cette personne est absente pour raison de vacances ou de maladie, j'ai un problème. Donc, là aussi, il faut préparer cette situation à l'avance. Le travailleur désigné ou le service HSE, donc il y avait des questions également sur les responsabilités du travailleur désigné. Je pense que c'est des éléments qui seront abordés lors de la séance questions-réponses. L'analyse des causes de l'accident. En tant que travailleur désigné, nous sommes formés pour pouvoir le faire. Maintenant, voir quelle méthode on va utiliser, alors des causes ou méthode des 5P. Et également l'évaluation des risques professionnels. Alors, évaluation des risques professionnels de façon générique au niveau de l'entreprise,
Mais dans notre cas présent, la question qu'on pourrait se poser, c'est également ce qu'on appelle les PPSS, les plans particuliers de sécurité santé, qui doivent être adaptés par rapport à l'environnement sur lequel l'accident, l'entreprise va intervenir dans le cadre d'un chantier. Alors, pour illustrer un petit peu, l'analyse des causes d'accident, l'arbre des causes, un modèle d'arbre des causes, qui est d'ailleurs le modèle par rapport à l'accident de Moritz. Le livre relatif au congé de la victime, donc voilà un petit peu tous ces documents qui doivent être présentés. L'évaluation des risques, également professionnelle, donc en l'occurrence, ça c'est le document que nous on utilise avec nos clients, donc la date de l'évaluation. Et également, alors là, pour des raisons d'anonymisation, on l'a blanchi, qui a fait l'évaluation interne et qui éventuellement, est-ce qu'il y avait des évaluateurs externes. C'est des éléments importants. Pourquoi ? Parce que la notion d'évaluation des risques professionnels ne doit pas se faire par une personne dans un bureau. Ça nécessite d'avoir des entretiens avec le chef de service, chef de chantier, et ça nécessite également, et c'est là qu'on apprend, de redescendre au niveau des salariés. Pourquoi ? Parce qu'à une problématique, les salariés, à 90%, 95%, ont des réponses très concrètes à nous proposer. N'oubliez pas qu'on est dans une conduite de changement et qu'en faisant ce système collaboratif, finalement, ça va permettre donc de ne pas avoir de frein à ce changement. Et ça, c'est des points qui sont importants et ça valorise en plus vos collaborateurs qui sont sur site. Par rapport à la description, la situation, donc utilisation fréquente, échafaudage, le type de dommage et également les mesures de prévention qui existent. Une fois que j'ai l'ensemble de ces informations, ça me permet de faire une évaluation des risques professionnels. Donc là, on est sur une méthode kiné avec une version ISO 45001. Tout simplement pour les travailleurs désignés qui ont bien suivi sur la méthode kiné, on est bien sur probabilité, fréquence et effet en termes de santé. On va rajouter un quatrième indicateur qui s'appelle la maîtrise du risque, qui va nous permettre de faire un travail un petit peu plus fin. Ensuite, je vais avoir les actions correctives à mettre en place et en particulier là sur de la formation, puisqu'on a une formation recommandation AAA sur les échafaudages à suivre, en l'occurrence par rapport à ça. Évaluation des risques chimiques, également, on avait eu nous, le privilège un petit peu de présenter également notre outil il y a 3 ans lors d'une journée sur les risques chimiques à l'inspection du travail et des mines, sur une conférence grand public. Et donc, ça va nous permettre de faire une évaluation de la criticité des produits chimiques concernant sur la partie santé, sur la partie environnement et sur la partie incendie. Santé, incendie, environnement, si je suis bien les pictogrammes. Donc, par rapport à ça, je vais également pouvoir faire un travail qui va me permettre de savoir quelles unités de travail sont touchées par l'utilisation de ces produits chimiques, afin de ne pas oublier également que, suivant la législation, en l'occurrence, je dois conserver 40 ans après le départ en pension, donc l'ensemble de ces données, puisque là, on ne rentrerait pas peut-être sur l'accident de travail, mais il y aurait des risques éventuels après de maladies professionnelles. Alors, voilà. On est toujours sur une approche PDCA, donc ça veut dire on a fait une évaluation et quelles sont les actions correctives qu'on va pouvoir mettre en place. Et il est évident, comme on est sur un niveau 3, puisque donc on est sur du rouge, la criticité va de 1 à 3, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a posé comme prérequis de faire une étude de substitution du produit, nécessairement quand on est dans le rouge. Donc, étude de substitution du produit, ou alors de voir en termes organisationnels si éventuellement, au lieu d'avoir un collaborateur qui va toujours utiliser les mêmes produits, si je ne vais pas plutôt avoir 2 travailleurs, voire 3 travailleurs. Donc ça, après, derrière, c'est toute cette organisation qui doit être mise en place. Toujours savoir qui est responsable, qui va superviser, avec une date de début et une date de fin, et également, et ça c'est des demandes également de l'inspection du travail et des mines, d'avoir également, est-ce que ça va avoir une incidence budgétaire également.
Voilà. Par rapport à notre situation, on a un certain nombre de questions à poser et quelle responsabilité finalement pour les différents acteurs, à savoir l'employeur, donc ça, les éléments de réponse, le chef d'équipe également, l'ouvrier, le travailleur désigné, le coordinateur de sécurité et la société tiers. Donc voilà les questions que, Maître, que je vais vous poser pour voir un petit peu comment on pourrait avancer sur cette approche. Oui, alors, l'employeur est a priori toujours responsable, sauf situation particulière. On a réussi à s'expliquer pour dire que, en cas de force majeure, il a vraiment tout fait ce qui est possible pour prévenir un accident de travail. Celui qui manque un peu sur cette liste par rapport au chantier, c'est aussi le maître de l'ouvrage. Un maître d'ouvrage peut également avoir une responsabilité, même si ce n'est pas lui qui exécute les travaux matériellement. Ensuite, oui, le chef d'équipe, il peut également avoir une responsabilité pour négligence grave, voire dol. Alors, le principe d'une entreprise, c'est que les risques de l'entreprise sont à charge de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur répond de la réalisation d'un risque dans l'entreprise, sauf s'il y a une faute grave, respectivement un dol de la part du salarié. Donc, exemple, le salarié a un accident avec un véhicule de fonction, ils seront à chantier, un véhicule de fonction, il y a une négligence de la part du salarié, mais ce n'est pas une négligence grave. Il n'a pas fait attention, mais bon, ce n'est pas une négligence grave dans le cas d'espèce. À ce moment-là, c'est l'employeur qui est responsable. Il ne peut pas, déjà au niveau du dégât matériel, imposer les frais de réparation du véhicule au salarié. Imaginons maintenant que le salarié est conduit en état d'ébriété. À ce moment-là, effectivement, le salarié va avoir une responsabilité déjà pour son propre préjudice, mais également l'employeur pourra le rendre responsable dans certaines mesures du dégât causé au tiers. Maintenant, une fois, l'employeur a également une responsabilité. Sécurité santé au travail, on a dit tout à l'heure, il va dire si je constate que ce salarié n'est pas apte à conduire un véhicule parce que je sais qu'il a des problèmes d'alcoolisme, voilà, l'employeur à nouveau quand même a une responsabilité. Donc il faut vraiment analyser les situations au cas par cas, sachant que le risque est toujours qu'un premier rapport, les administrations et le cas échéant le parquet vont considérer que tout le monde dans cette chaîne hiérarchique peut être responsable. Donc l'employeur, c'est clair, c'est le principal responsable. Le chef d'équipe peut également être responsable, mais encore une fois, c'est une responsabilité secondaire et qui est a priori limitée pour la négligence grave et les actes volontaires. Par contre, une sanction pénale peut également s'appliquer dans des situations autres que négligence grave, mais disons négligence entre guillemets normale. L'ouvrier lui-même, nous venons de le dire, donc le salarié plutôt, on n'a plus tellement la distinction entre ouvrier et employé. Donc, le salarié lui-même, comme je viens de le dire, il peut être responsable pour sa faute grave et son dol. Et le travailleur désigné, s'il n'y a pas délégation de pouvoir, a priori, c'est quand même l'employeur qui est responsable. S'il y a délégation de pouvoir au travailleur désigné, il y a une responsabilité du travailleur désigné, mais ça ne va pas nécessairement exonérer l'employeur non plus. Donc la délégation du personnel, délégation du personnel peut avoir une responsabilité conjointe, mais normalement, au vu de la responsabilité principale de l'employeur, la délégation du personnel ne va normalement pas être recherchée, sauf dans des cas spécifiques. Le délégué à la sécurité et à la santé peut également avoir une responsabilité. Le coordinateur de sécurité peut engager sa responsabilité
au niveau civil, voire au niveau pénal, lorsqu'il n'a pas rempli sa mission. Et les intervenants tiers, a priori, peuvent avoir une responsabilité qui leur incombe. Mais encore une fois, l'intervention de tiers ne va pas, sauf cas spécifique, empêcher la responsabilité de l'employeur. Il y a des situations où la responsabilité d'une personne, y compris de l'employeur, peut être interrompue par l'intervention de tiers. C'est une question de causalité entre la cause et l'effet. Normalement, on va assumer que l'employeur a une responsabilité par rapport à ce qui est une obligation de moyens, donc d'assurer la sécurité et santé au travail. Par contre, dans certains cas de figure, l'intervention d'un tiers peut rompre cette chaîne de causalité s'il y a vraiment une intervention qui n'est ni prévisible ni maîtrisable pour l'employeur, éventuellement, et d'autres personnes intervenant pour l'entreprise. Ça peut, le cas échéant, quand même, interrompre cette chaîne de causalité. Très bien. Sur donc, les préconisations un petit peu en sécurité et santé au travail, on faisait une petite synthèse par rapport aux différentes diapositives. Ce qui semble important, c'est qu'on voit bien que l'accident arrive à un moment qui n'est pas prévu. Ça veut dire que si on n'a pas un minimum d'organisation, il va falloir mobiliser l'ensemble des ressources de l'entreprise pour essayer de satisfaire aux différents documents. Donc, anticipation, planification, pour nous, ce sont des termes qui sont extrêmement importants. On peut revenir également, Maître Stefano le signalait tout à l'heure, sur l'importance de l'inventaire des postes à risque, de tenir compte également, parce qu'assez souvent on ne le voit pas, c'est les notions d'autorisation, d'exploitation également, par rapport au parc machine, aux produits chimiques, avec des quantités. J'ai un exemple en tête où des fois il faut faire attention également par rapport aux solutions hydroalcooliques, une entreprise tertiaire de 1500 salariés qui a rentré 30 000 litres de produits de solutions hydroalcooliques, et donc c'était bien au-delà de ce qui était prévu en termes de produits chimiques dans le Komodo, et donc là de nouveau se posait une deuxième problématique. Donc à vouloir satisfaire à un moment une obligation un petit peu légale, finalement on n'était pas du tout en règle d'un point de vue Komodo. Donc là, il a fallu trouver un prestataire qui est habilité à faire du stockage, etc. etc. Voilà. Les notions de convention collective de travail également, pour nous, c'est toujours un travail à plat que l'on fait. Pourquoi ? Parce que si on prend le cas d'un maçon, entre la définition des qualifications de la convention collective d'un maçon BD à un maçon B3, ils ne font pas du tout la même chose, ils ne vont pas du tout utiliser le même type de matériel. Et donc, de ce fait, c'est de reprendre par rapport également au type de métier pour voir également quelle formation obligatoire ou possible on va devoir planifier. Donc là, on arrive bien sur les notions de plan de formation qui sont absolument indispensables. Voilà. Et également, l'autre point, c'est, on voit bien que par rapport au tableau présenté il y a 2-3 slides auparavant, c'est que finalement, on n'a pas un interlocuteur dans l'entreprise, mais plusieurs interlocuteurs. Ça veut dire également des notions de partage d'informations, de recueil d'informations, et surtout, comme le disait Maître Di Stefano, c'est également des informations qui devaient être disponibles. Et ça, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on voit trop ici sur Luxembourg. Les conséquences également d'un accident de travail pour l'entreprise, on a des coûts directs, donc d'hospitalisation, d'éducation, d'implication dans le calcul du taux également de bonus-malus de l'AA. On peut avoir également tout ce qui va être handicap du collaborateur qui va avoir des incidences financières, des frais de gestion, des indemnités journalières, et puis une perte de chiffre d'affaires. En coûts indirects qui représentent à peu près 2 à 3 fois les coûts directs, éventuellement l'arrêt de l'activité, la mobilisation de ressources pour gérer administrativement l'accident, les poursuites judiciaires, l'image de marque de l'entreprise qui va être écornée, bien évidemment, le remplacement du collaborateur et la consignation ou la réparation du matériel. Également, juste pour finir sur ce point-là, c'est également de bien faire attention également sur la responsabilité du donneur d'ordre par rapport à je fais intervenir une entreprise qui va faire des travaux en hauteur pour me faire le nettoyage de mes vitres, de bien vérifier également, parce que si l'accident arrive, ce sera directement
l'adresse de l'employeur, enfin du donneur d'ordre qui va être donné, et quelle va être ma responsabilité vis-à-vis de mon prestataire de service. Donc, on commence à voir, ça a été également des règles générales de sécurité et santé et environnement qui sont en train de se mettre en place par rapport à des gros donneurs d'ordre, qui fixent le cadre d'intervention. Donc, quand vous devez intervenir dans la société pour faire une réparation ou une maintenance, et également après des choses qui sont beaucoup plus précises, par exemple pour le travail en hauteur, pour également les espaces confinés, où également on a un risque incendie assez important si on doit faire donc un soudage ou un oxycoupage. Voilà, donc ça, c'est des informations également qui nous semblaient important de préciser aujourd'hui. Pour redonner la main à Maître Di Stefano. Oui, alors vous verrez qu'en partie, on se répète un peu, donc ce sont des choses dont on a en partie déjà parlé. Donc, alors, concrètement, en tant qu'employeur, qu'est-ce que je dois faire pour réduire les risques? Alors, je dirais la première chose, peut-être, si j'ai des doutes, m'adresser effectivement à des entreprises et des conseils spécialisés. On a vu ici que SST, ils font ce type de travail, ils font ce type de conseil, donc c'est important. Si je ne suis pas sûr d'avoir des ressources en interne dans l'entreprise, ben, je peux me faire aider par des externes. C'est un peu comme le service santé au travail, qui, pour les PME, on ne va pas avoir ça en interne. En général, on va faire appel au service SST public. Et la même chose également peut être mise en place par rapport à certaines autres obligations, donc on doit outsourcer, sachant que bien entendu, ça ne dégage pas la responsabilité de l'employeur. Donc, il faut que je désigne déjà une personne responsable de la sécurité de l'entreprise. On a vu qu'un délégué à la sécurité qui est obligatoire pour les entreprises de moins de 15 salariés. Il faut confirmer et vérifier que la personne désignée est consciente de les responsabilités. Ce n'est pas qu'un titre, effectivement, c'est un rôle. Mettre en place des procédures écrites là où c'est nécessaire. Tout bêtement, par exemple, pour les bureaux, c'est les règles et les consignes en matière d'incendie. Qu'est-ce que je fais en cas d'incendie ou autre incident nécessitant une évacuation de l'immeuble? Donc, créer un manuel. Alors, c'est un manuel qui peut être physique, qui peut être informatique, pour répertorier toutes les mesures qui peuvent être mises en place afin d'éviter des accidents de travail. Nous l'avons vu, recommande ici aussi d'avoir ce type, disons, de manuel, entre guillemets, pour faire les déclarations, pour être préparé, pour faire rapidement les déclarations si jamais un accident de travail devait survenir. Et organiser donc des rencontres avec les salariés concernés, les interroger, parce que en fonction maintenant du type d'activité de l'employeur, pour certaines fonctions, les salariés savent mieux quels sont les risques, ou on détermine des risques que peut-être l'employeur n'a pas déterminé par rapport à leur travail. Donc, il faut être à l'écoute des salariés et former le personnel. Donc, encore une fois, on ne peut pas assez souligner l'intérêt pour l'employeur d'investir dans la formation des salariés. Un salarié bien formé est plus efficace et moins à risque de tomber sous un accident de travail. Alors, bien entendu, si en tant qu'employeur j'ai connaissance d'un problème, eh ben, il faut que j'y remédie. Il ne suffit pas de le déterminer, il faut agir rapidement. Disons, la procrastination dans ce type de situation est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas le remettre à plus tard. Il y a des correctifs à faire, il faut les faire tout de suite. Très souvent, dans les accidents de travail mineurs ou majeurs, il est déterminé que le risque qui s'est réalisé a déjà été dépisté, était déjà connu depuis un certain temps. On avait prévu de remédier, mais ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Demander aux employés, avoir un système où les employés peuvent faire des suggestions, éventuellement même anonymes. C'est la question du whistleblowing. Avoir, par exemple, une boîte de suggestions qui est anonyme où
un employé peut dire, voilà, tel problème, je veux rien dire, hein, mais tel autre employé ou tel chef de service, chef de chantier ne respecte pas telle consigne ou il a un problème d'alcoolisme, de drogue, etc. Donc il y a des choses. La réalité, c'est quoi? Lorsqu'un problème est survenu, en général, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais je savais que, mais j'ai rien voulu dire. Ah, pourquoi tu n'as rien voulu dire? Ah, mais je suis pas un mouchard, je veux pas dénigrer quelqu'un, j'étais pas tout à fait sûr, non, etc. Et c'est cette omerta sur le lieu de travail qui est un vrai problème. Et je pense qu'une des actions de l'employeur, c'est de vraiment d'essayer d'expliquer à ses salariés, écoutez, ce n'est pas question d'être un mouchard, un traître ou quoi que ce soit, il y va de l'intérêt de tout le monde, il y va de la sécurité de chacun. Donc, il y a un problème, il faut pouvoir en parler. Il faut créer un climat de confiance, un climat de communication, c'est très important. Et malgré cela, vous aurez toujours des personnes qui vont rester dans ce réflexe. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, XY ait un problème de drogue sur le travail. Donc, je ne veux rien dire. Mais éventuellement, s'il y en a une boîte aux lettres anonyme qui permet donc de faire certaines remarques, ça peut même être utile. Alors, il faut aussi procéder à des inspections régulières de tout ce qui peut avoir au niveau des équipements de l'entreprise qui peut créer des risques. On pense connaître son entreprise, on voit régulièrement, par exemple, dans les sessions d'entreprise dans lesquelles on intervient, que l'acquéreur, lorsqu'il fait sa due diligence juridique, technique, comptable, fiscale, etc., à plusieurs niveaux, pas uniquement au niveau juridique, mais aussi au niveau technique parfois, il va faire ressortir des problématiques dont l'exploitant ne se rendait même pas compte. Donc c'est vraiment un audit externe par un acquéreur potentiel qui va tout à coup confronter l'employeur à des problèmes qu'il devrait connaître mais qu'il ne connaît pas. Donc, de procéder à un petit audit ou à une inspection des infrastructures avec le ou les responsables sécurité, éventuellement les conseils externes, c'est extrêmement utile. Hein, et de le faire régulièrement en fonction maintenant de l'activité de l'employeur, on peut fixer une certaine régularité. Donc, je me répète, faire aussi des inspections de contrôle pour vérifier que le personnel respecte les règles de sécurité et santé sur le lieu de travail. La signalisation, hein, vous savez peut-être, vous avez identifié certains secteurs à risque, certaines activités à risque, certains équipements à risque, n'hésitez pas à y apposer donc une signalisation adéquate. Vous avez certaines signalisations qui sont obligatoires en matière d'incendie, par exemple, les chemins d'évacuation, un certain nombre de signalisations qui sont obligatoires. Mais il y a également d'autres signalisations, donc de panneaux, d'explications qui peuvent être très, très utiles. Donc, et en général, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais il faut y penser. Et alors, les autres types d'accidents de travail, hein, donc ça c'est quelque chose, on en a parlé tout à l'heure, c'est la question des accidents de trajet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accident de trajet? C'est lorsque, entre la résidence principale ou secondaire du salarié et le lieu de travail, ou respectivement le lieu où prend habituellement ses repas, peut être un accident donc, de trajet qui peut être considéré comme un accident de travail. Alors, par extension, ce trajet habituel couvre notamment, mais ce sont des questions, maintenant ça paraît un peu anodin, mais la plupart de ces questions ont quand même fait l'objet d'un certain nombre de jurisprudences avant de vraiment avoir la certitude par rapport à la classification de ce type d'accident. Donc le détour effectué pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec l'intéressé auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation. Hein, voilà, c'est bien un langage un peu théorique, un peu juridique, mais voilà, donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe en cas de détour du salarié? Alors un détour qui fait pour des raisons de pure convenance personnelle risque effectivement de rompre le lien du trajet avec l'emploi et donc la classification de l'accident comme accident de travail.
Donc, il y a des exceptions, effectivement, qui sont reconnues. C'est, comme on vient de dire, le détour pour être déposé l'enfant à la crèche, ou alors un détour pour un covoiturage. Ce sont des motifs légitimes. Par contre, d'autres détours pour des raisons purement disons, de convenance personnelle, pour faire encore des petites commissions, grosso modo, attention, ça risque d'interrompre ce lien avec le travail. Donc, ou respectivement, si l'accident de travail a été causé par une faute lourde du salarié, c'est-à-dire le salarié, il conduit en état d'ébriété, il a un accident de trajet, effectivement, à ce moment-là, il risque de devoir supporter seul les conséquences de cet accident. Alors, l'assuré n'est pas non plus indemnisé si l'accident survient durant un trajet interrompu ou détourné par un motif dicté par un intérêt personnel étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'activité assurée. En d'autres mots, c'est ce qu'on vient déjà de dire. On les détours pour convenance personnelle du salarié. A priori, ça lui pose un problème. Donc, même en l'absence d'une lésion corporelle, il y a éventuellement indemnisation du dégât causé au véhicule automoteur utilisé par le salarié. Donc, on va parler du véhicule du salarié. Donc, il peut y avoir effectivement une indemnisation à ce niveau-là. Une autre thématique qui est d'actualité de plus en plus, c'est les accidents intervenant pendant une journée de télétravail. Donc, un accident qui se produit lors du télétravail est a priori couvert par l'assurance accident à condition qu'il se soit produit lors d'une activité en lien avec l'activité professionnelle assurée. Alors, a priori, ce n'est pas toujours facile à identifier. Hein. Est-ce que si le salarié se trouve à son domicile, est-ce qu'un accident déterminé est en lien avec le travail ou est-ce qu'effectivement c'est un accident domestique? Donc, je ne vais pas rentrer très en détail là-dessus parce que c'est une thématique sur laquelle on pourrait débattre probablement relativement longtemps. On a un peu déjà dépassé notre budget temps. Normalement, le salarié qui est à son domicile, s'il fait un peu la même chose qu'il ferait dans un bureau, c'est-à-dire il tombe de l'escalier en se rendant aux toilettes, respectivement, il y a la machine à café qui explose dans son home office. Ce sont des choses qui peuvent être couvertes donc, comme un accident de travail au bureau, par exemple. Mais par contre, si effectivement, accessoirement, parce qu'il est à la maison, le salarié, pendant ce qui est supposé être du temps de travail, effectue des activités domestiques qui sont étrangères à son travail, à ce moment-là, ce ne sera pas considéré comme un accident de travail. Encore une fois, il n'est pas toujours aisé de donner une directive, disons, noir et blanc pour ce cas de figure, parce que les cas peuvent être très diversifiés et ce sont des situations quand même qui sont en général analysées au cas par cas. Alors, sur ce slide-là, on vous a encore mis un certain nombre de périmètres d'indemnisation auxquels le salarié pourra, le cas échéant, accéder. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est un peu les principes généraux de l'indemnisation qui peuvent jouer ici. Donc, en cas de question, je pense qu'on peut encore revenir dessus. Je pense que la liste en tant que telle peut se comprendre en elle-même. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a légèrement dépassé notre budget prévu pour le temps du webinaire. On va quand même essayer peut-être de reprendre encore quelques questions pertinentes dans ce contexte, pour autant que vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur dans ce qu'on vient d'expliquer. Alors, on a reçu beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble d'entre elles. Alors, Eric, donc, est-ce que la déclaration d'accident peut être signée par le travailleur désigné?
Après, si la personne, si le travailleur désigné à la délégation de l'entreprise, il peut tout à fait signer, oui, tout à fait. Mais c'est effectivement une question. On a parlé tout à l'heure de l'utilité de préparer cette situation. C'est une question qu'il faut se poser au moment où on entre en contact avec le travailleur désigné et pas qu'au moment où l'accident se produit. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va dire non, mais c'est pas moi, c'est non, mais donc il faut que ce soit quelque chose qui devrait être déterminé dès le départ et pas au moment de l'accident de travail. Encore une fois, l'utilité de faire une fois peut-être l'exercice fictif d'une déclaration d'accident de travail pour dire alors est-ce que je sais comment faire. Ça pourrait être un également, disait mon réponse, quand on met en place des plans internes d'urgence. Donc dans différentes situations, en disant un accident de travail et de regarder un petit peu quel est le process qu'on va mettre en place au sein de l'entreprise parce qu'on sera prêt le cas échéant. En fait. C'est ça qui pose question. On avait une autre question également concernant le travailleur désigné. Travailleur désigné, c'est obligatoire au Luxembourg dès que je suis employeur. Donc, ça veut dire que j'ai différents groupes. La personne qui pose la question a 25 salariés. 25 salariés, c'est un groupe B. Donc, ça veut dire que c'est une formation de 28 heures qui va être suivie. Et donc, oui, la formation est obligatoire. Après, il peut y avoir une externalisation de certaines missions du travailleur désigné à des structures, comme le citait tout à l'heure Maître Di Stefano, mais il est obligatoire d'avoir un travailleur désigné par structure. Est-ce que la délégation de pouvoir au travailleur désigné doit-elle se faire par écrit? Alors, tout mandat peut a priori également être donné oralement, théoriquement, dans la pratique. Et je répète ce que je l'ai dit, si ce n'est pas par écrit, vous aurez des problèmes au niveau, si jamais un accident de travail va se produire, est-ce qu'il y a délégation ou pas délégation? Il faut fixer cela, il faut le fixer par écrit dès l'entrée en fonction. Peut-être aller un petit peu plus loin sur quelles sont les formes de délégation, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est vrai également que là, on parlait de la responsabilité du travailleur désigné en tant que tel. Maintenant, si ce travailleur désigné est en même temps directeur QHSE, donc qualité, sécurité, environnement, à la limite, on pourrait considérer, voir au niveau de ce contrat de travail, s'il a une délégation de pouvoir, s'il y a une délégation de sanctions, et s'il y a une délégation également de lignes budgétaires. Donc, et à ce moment-là, c'est des choses en tant que formateur travailleur désigné sur lesquelles on est bien briefé au niveau par l'inspection du travail et des mines, c'est des situations qui peuvent poser également problème. Il faut vraiment bien se voir la délégation. Est-ce que j'accepte la délégation ou je n'accepte pas? Alors, ici, une autre question. Comment définit-on un accident grave? Alors, là, encore une fois, vous avez aujourd'hui, la plupart d'entre vous, je pense, accès à un ordinateur. Vous trouverez un grand nombre d'informations par rapport à des questions sur le site de l'ITM. Et par exemple, donc, vous avez la définition sur le site de l'ITM avec les références au Code du travail. Donc, avec accident grave, on entend des accidents qui ont occasionné soit la mort, soit une lésion permanente, ou alors des lésions temporaires importantes. Donc, des fractures, des brûlures externes au 3e degré sur plus de 9% de la superficie du corps, ou alors des brûlures internes, des plaies avec perte de substance ou des traumatismes qui, en absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril. Donc ça, ce sont des exemples qui ne sont pas nécessairement limitatifs, mais voilà, vous trouvez quand même un grand nombre d'informations sur le site de l'ITM, itm.public.lu. Une question, pourquoi seulement 9,3% des accidents de travail sont déclarés à l'ITM? Alors, je ne sais pas si vous avez un élément de réponse par rapport à ça, c'est pas vraiment… Je pense qu'à la limite, dans les habitudes, qui dit déclaration d'accident, on associe accident à la… Alors que c'est vrai que si on regarde bien le Code du travail, l'article 114 précise bien qu'on doit faire une déclaration, mais visiblement, c'est oublié par les entreprises, en tout cas. Donc, pas plus d'éléments que ça. Il n'y avait pas de formalisme également, si je ne me trompe pas, ça doit faire maintenant 2 ans et demi que l'ITM a mis en place donc, un document à remplir
d'ailleurs qui a été modifié dernièrement, par rapport au travail qu'on a effectué avec la Trésor. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire que comme il n'y avait peut-être pas de démarche, quelque chose qui soit structuré au niveau de la déclaration, peut-être que les structures ne remplissaient pas à ce moment-là. Mais c'est quelque chose également en termes, quand on fait une compliance, un audit de compliance en SST, ça c'est un des points qui est important à signaler. Peut-être encore une question, et puis après on pourra arrêter là, même si voilà, il y en a une beaucoup. Question, est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence où les employeurs ont été condamnés à une peine de prison au Luxembourg? Il y a eu des cas où des employeurs ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Maintenant, dans ma pratique, je ne me rappelle pas de cas où il y a eu de la prison ferme, mais prison avec sursis, oui, ça peut arriver. Voilà. Pour des accidents mortels, notamment, c'est quelque chose qui est tout à fait dans le périmètre des risques. Eh bien, merci. On va s'arrêter. Sur les annexes. Ah oui, effectivement. Merci Mélissa. Vous recevrez par email donc le replay de la conférence, les slides. Vous aurez également mon email si jamais vous avez besoin pour une attestation de participation. Et il y a aussi quelques annexes, voilà, parce que le sujet est vaste. En 1 heure, 1 heure et demie, c'est difficile de vraiment tout traiter. Donc il y a encore quelques slides qu'on n'a pas traités, que vous recevrez par la suite. Et donc on tenait à vous remercier pour votre attention, pour votre participation. Et puis donc on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.